Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de rhum, de dégustation. Nous allons parler d'activité, d'estime de soi. Nous allons parler d'industrie, de médecine aussi, et puis de Power Forme. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme épisode 190. C'est parti. Femme, 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 Femme avec deux femmes, comme tous les mardis sur Zitata. Il y a avec nous sur le plateau aujourd'hui Claudine Nesson-Vernant. Comment ça va, Claudine? Bonjour Barbara. Bon, Claudine est très prise. C'était compliqué de t'avoir sur le plateau de Forme. Pas tellement, pas tellement. Il y a aussi avec nous Peggy Ebring, qu'on connaît. Comment ça va, Peggy? Bonjour Barbara, ça va bien. Bonjour Voilà. Claudine. Merci d'être là. Alors, c'est la saison de Power Forme, donc Oui. c'est normal. Tu viens sur le plateau de Forme pour parler de ce que tu fais, de ce que tu prépares. Tout à Mais même si moi, je te connais, tu vas te présenter peut-être avant ou après Claudine, comme tu veux. Vas-y. Ok, merci. Alors, en fait, je suis autrice, donc je m'appelle Peggy Ebring, je suis autrice, coach de vie et l'organisatrice de Power Forme. Donc, en matière de livres, j'écris des livres de développement personnel. Donc, il y a par exemple ici mes 2 romans. Ce sont 2 romans de développement personnel, La Quête. Voilà. J'ai aussi de la non-fiction de développement personnel, des recueils de réflexions sur la vie, sur l'amour. Et j'ai créé, depuis un peu plus d'1 an, des journaux de gratitude pour enfants. Donc là, c'est la version fille. Donc, ce sont des journaux de gratitude et d'amour de soi. Donc, Voilà. des journaux inspirants avec des activités de gratitude, des coloriages, des portraits de femmes noires inspirantes. Dans la version garçon, il y a des hommes noirs inspirants pour l'estime de soi. pour l'estime de soi des enfants. Voilà. Et je suis aussi l'organisatrice de Power Forme, une Dont on va parler manifestation notamment. qui célèbre des femmes inspirantes et engagées. C'est quand? C'est 25 et 26 avril cette année. Ok, 2 jours. Ouais. 2 jours. Et c'est où? Donc, le 25 avril, c'est à l'hôtel de la CTM à Cluny, c'est en Ouais. soirée. Oui. Et le 26 avril, projection de films et de documentaires à l'Atrium, samedi 26, Super. en après-midi. Voilà, Oui, l'année dernière, c'était sur une seule journée. voilà, Ouais. sur une seule journée. Merci beaucoup. Donc, on va parler largement de tes ouvrages et puis de cette manifestation et puis de ce que tu as fait avant, parce qu'avant, tu n'étais pas ça. Voilà, tu viens d'un monde qui n'a rien à voir, on va le Tout à dire, fait. dont tu parles un petit peu dans tes ouvrages, hein, quand même, La Quête. un Légèrement, petit peu, une voilà. petite référence. Il y a une forme d'inspiration autobiographique quand même. Claudine Nesson-Vernant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Oui, plaît? bonjour. Donc, je m'appelle Claudine Nesson-Vernant et je suis exploitante agricole et je suis gérant de l'EARL Domaine Thiebert, une plantation de canne à sucre au Carbet et de la distillerie Nesson qui distille donc ses propres cannes au Carbet. Voilà, mais mesdames, vous avez en commun, je le disais tout à l'heure en faisant allusion à ce que tu as fait avant, vous avez en commun d'avoir changé d'orientation, parce que Claudine, maintenant tu dis exploitante agricole, oui, Oui. oui, d'ailleurs, combien d'hectares les cannes Nesson? Actuellement, nous sommes la plus petite distillerie AOC Mhm. de Martinique. Nous exploitons 47 hectares. Qui est peu. C'est peu et notre production ne représente que 1,9% de la production appellation Martiniquaise. d'origine contrôlée Martinique. Et alors, la plus grosse exploitation, c'est qui? C'est quoi? C'est Saint-James. D'accord. Ouais, Et c'est combien d'hectares, à ta connaissance? Beaucoup plus. 100, 200, Plus. 300, plus, 400, plus, oui. 500, 600, ok. Plus. Ok. Et donc, toi, c'est quoi les produits donc, de la distillerie? C'est le rhum avec plein de degrés, 50, 52,5, 70. Tout à fait. C'est quoi les autres produits? C'est quoi? Alors, nous faisons donc des rhums uniquement d'appellation d'origine contrôlée, Mhm. blancs, élevés sous bois et vieux. Oui. Et nous faisons une petite diversification. Actuellement, nous avons un verger de fruits bio Oui. avec beaucoup de variétés de mangue et des agrumes, en particulier des citrons caviar. C'est quoi les citrons caviar? C'est un petit citron très particulier D'accord. que je trouve absolument délicieux, en particulier avec les rhums blancs. Voilà, donc on va mettre cette émission
sous vous savez, le warning, avertissement Oui. à consommer consommer avec avec modération. modération. Parce qu'on va parler du rhum, hein, et puis on Tout va à parler fait. dégustation, mais Tout à à fait. consommer avec modération. Tout à C'est un fait. produit effectivement de chez nous, de la Martinique, avec beaucoup de diversité d'ailleurs. Mais je disais, donc toi, tu viens de milieu qui n'a rien à voir. Tu es médecin à la base, Oui, madame. à la base, je suis Médecin biologiste. J'étais médecin biologiste et ensuite interniste en charge de la pathologie VIH-Sida au CHU. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore fait un petit peu plus de médecine que de Rome. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, tu as fait, donc tu es arrivé ici, tu es né où? Tu es né où, toi? Donc, moi, je suis née à Nice, Oui. il y a très très longtemps, en Oui. décembre 42. Oui. Hein, j'ai 82 ans. Et je suis arrivée, donc j'ai vécu à Paris, Oui. j'ai fait mes études de médecine à Paris, Oui. j'ai commencé ma carrière médicale à l'assistance publique, Oui. et je suis venue en Martinique en 75, enfin fin 74. Je suivais mon époux, qui lui était provinois, donc près de Paris, et chef de clinique de neurologie. Oui. Il avait été envoyé ici pour créer le service de neurologie qui à l'époque était à Colson, parce qu'il n'y avait pas de service de neurologie, et ensuite pour participer à la création du CHU et de l'université de médecine, et il a été un des premiers PUPH, donc en neurologie en PU, Martinique. c'est quoi, PU? Praticien universitaire, D'accord. praticien hospitalier. Ok. Et Puisqu'il toi, y a ouais. une bi-appartenance. Alors, toi, tu parles de ton mari, ok, mais Oui. toi, tu es médecin, donc biologiste. Oui, Tu t'es occupé, avant de t'occuper du VIH-Sida. Je m'occupais de la parasitologie et de la mycologie à l'hôpital, donc qui n'était pas encore le CHU. Et donc la parasitologie, donc quand je suis arrivée, il y avait encore une endémie de bilharziose. La bilharziose. Il y avait la bilharziose, Et les fantaisies, ces gros pieds. il y avait les gros pieds Oui. dus au vuchérériose. Et puis, bon, avec l'élévation du niveau de la vie, avec les médicaments, tout ça a été éradiqué. Donc, ça a été également une expérience très intéressante, que cette éradication. Mais une fois que ça avait été éradiqué, j'avais quelques parasitoses à me mettre sous la dent, mais vraiment un peu. pas beaucoup. Et donc, est arrivée l'épidémie de VIH-Sida. Et il fallait un médecin pour s'en occuper. Donc, les gens étaient assez réticents, hein, parce qu'ils avaient peur, quand même, à juste raison. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai reconcouru sur titre en médecine interne. Et donc, je suis repassée de la biologie à la médecine et pour être à l'hôpital de jour et la prise en charge des VIH-Sida. Incroyable comme changement. Et toi, donc, toi, avant d'être auteur ou autrice, comme tu dis, avant d'être coach intuitif, on va y venir aussi, tu as fait autre chose. Tu n'étais pas non plus en Martinique. Tu étais où et qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai travaillé à Londres. Enfin, j'ai commencé ma carrière à Londres en banque d'investissement en tant que junior risk manager, donc gestionnaire de risque de marché junior. Donc, en fait, en gros, c'est du reporting de risque et la gestion des risques, de l'agrégation de risques, des calculs de risques qui sont pris par les traders. Donc, de façon schématique, il y a plein de desks, donc des desks, et en général, il y a un responsable de desk, mais la banque a besoin d'avoir une vision agglomérée de tous les risques, parce que vous avez des risques de chance qui sont pris par tel desk, des risques de surtaux d'intérêt, etc. Et il faut une vision globale. Et donc, en général, c'est le service risk management qui agglomère, calcule, pour pouvoir donner une vision la plus correcte du risque à la banque. Voilà, donc c'est ce que je faisais. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et après la crise de 2008-2009 là, est arrivée, donc à l'époque, je travaillais pour Merrill Lynch, qui a été racheté par Bank of America. Et donc, on a été licenciés. J'ai fait partie des licenciements massifs. Quelque part, j'étais contente, puisque je me demandais si j'allais démissionner, parce que je m'ennuyais, en fait. Ouais, au début, c'était bien les 2 premières années, mais la 4e année, je commençais vraiment à me demander ce que je faisais là. J'avais du mal à aller travailler le lundi matin. Donc, non, j'ai pris mon petit package, et puis je me suis dit, voilà, bon, ben, c'est l'occasion de faire autre chose. Et donc, je suis partie à l'aventure comme ça. Et j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé de monter un business d'investissement immobilier, ça a raté. J'ai essayé de monter... Tu restes à Londres ou bien tu es partie? Toujours à Londres, toujours à Londres. J'ai essayé je me suis cherchée, en fait, pendant bien 2 ans. Et puis, arrivé, même plus, je pense pendant bien 2 ans.
Et puis, arrivé 2012, Mhm. je suis année de beaucoup de changements, hein, puisque en 2012, mon père est décédé, je me suis mariée la même année. Mon père est décédé 6 mois avant mon mariage. Je me suis mariée. J'ai entamé un cours de développement personnel qui faisait appel beaucoup à l'intuition, Oui. qui a révolutionné ma vision de moi-même et qui m'a Tu as vraiment... suivi un cours? Oui, Ah. c'était sur 8 mois, D'accord. un week-end par mois sur 8 mois. Oui. Et ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître. En tout cas, ça m'a mis sur un chemin Mhm. qui m'a petit à petit amené vers le coaching, la naturopathie, l'écriture, etc. Et c'est Voilà. quoi? Parce que tu dis, j'ai vu dans ta présentation, tu dis coach intuitif. Mhm. Ça veut dire quoi, coach intuitif? C'est parce qu'en fait, les techniques de coaching que j'utilise sont basées énormément sur l'intuition. Donc, on nous apprend à faire appel à notre intuition pour comprendre les problèmes, Mhm. aller chercher en soi les réponses. Donc, l'intuition est vraiment un outil majeur. C'est une technique qui a été développée par un gars qui s'appelle William Whitecloud Mhm. dans la Natural Success Academy à Londres. Et donc, c'est le coaching que j'ai fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est coaching intuitif, parce que ça a cette couleur, cette Couleur-là. particularité de beaucoup faire appel à l'intuition Oui. et développer sa connexion avec sa voix intérieure, en fait. Quand on est médecin, quand on est biologiste, Oui. on applique l'intuition ou bien Euh, il y a des process très particuliers Enfin, avant le diagnostic? il y a des process avant le diagnostic. J'écoute quand même Peggy? avec un intérêt, mais une certaine réserve, Oui. ce que tu es en train de dire. Mhm. Bon. Donc, si tu veux, la médecine, en tout cas la médecine clinique, Oui. telle que je l'ai apprise et telle que je l'avais pratiquée, Mhm. ça faisait appel à tous les sens, Mhm. hein, puisque il y avait l'inspection, on regardait le malade, il y avait la palpation, on le palpait, il y avait la percussion, on percutait au niveau des organes, ensuite l'auscultation. Et avec tous ces renseignements, si tu veux, tu faisais marcher tes circuits neuroniques pour arriver à un diagnostic. Donc, si tu veux, c'est très complet Et là, il n'y a pas en termes de d'intuition, quoi. process. Si, il y a aussi de l'intuition, Oui. bien sûr. Oui. Tout dépend. Il faudrait déjà définir ce que c'est C'est que quoi l'intuition. l'intuition? Comment on définit l'intuition? Comment on définit l'intuition? Ben, en fait, pour moi, c'est une voix intérieure. Ça va dépendre de... Il y a différentes visions des Oui, choses. oui. Il y a une intuition qui est plus scientifique. Par exemple, il y a l'école de l'intuition à Paris. C'est pas du tout la voie que moi j'ai prise. Mhm. Ils ont une façon très scientifique d'approcher l'intuition. oui, parce d'accord. qu'il y a des études qui sont faites dessus. Oui. L'Institut Earthmouth aux États-Unis, en Californie, s'est spécialisé justement sur ça, à étudier comment fonctionne l'intuition et tout. Mais donc, eux, ils ont une approche très scientifique. Moi, dans la formation que j'ai eue, c'est vraiment une approche plus expérientielle. D'accord. Donc, d'apprendre à se connecter à soi avec des processus méditatifs, Oui. l'écoute intérieure. Et ça, c'est ma vision des Oui, bien choses. sûr. C'est relié à ma spiritualité. Pour moi, c'est cette voix intérieure qui est liée à mon âme, à ma part spirituelle Oui. qui me parle sans Oui. cesse Oui. et qui me dit, et qui sait quelque part ce qui est juste pour moi et qui m'aide à naviguer la vie. Oui. Donc Toi, voilà. toi, spiritualité, toi, tu te sens très... spiritualité? J'écoute Spiritualité, ça te dit j'écoute avec quoi? grand intérêt. Oui. Je trouve que ce sont des domaines, si tu veux, où il y a certes des gens honnêtes Oui. et qui ont une pratique honnête, mais il y a également beaucoup de charlatans pour Oui. moi. Oui, c'est comme Oui, dans tout. oui, Hein. oui, Il c'est y a comme dans des- tout, il y a- il y a- il y a ouais. des- il y a des gens honnêtes et il y a Il des y a des traders qui sont malhonnêtes, il y a des banquiers qui sont c'est dans malhonnêtes. tout. C'est voilà. c'est le fait de la nature humaine, tout simplement. Oui. Mm. Mais voilà, mais quand on te dit spiritualité, parce qu'effectivement, on imagine ton domaine, tu es médecin, tu es chef d'entreprise, c'est plus, ça a l'air d'être plus rationnel. Oui, plus rationnel et que cartésien. intuitif ou cartésien. Mais c'est... Oui, mais oui. si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Mhm. j'ai trouvé le fait d'avoir fait de la médecine Oui. m'a beaucoup aidé dans mon approche de la De chef d'entreprise, notamment à la tête de... de chef Oui. de chef d'entreprise, oui, non, mais c'était surtout par exemple dans les dégustations de Oui, rhum. oui. C'est ce que je te disais parce que Oui. ça fait appel exactement d'abord à tous les sens Mhm. et ensuite à l'intelligence rationnelle. Oui. Et c'est la même chose, D'accord. je trouve. Tu sais ce que c'est l'AOC, Peggy? Aberration d'origine contrôlée. Après, Voilà. en quoi ça Après, donc consiste? c'est quoi là? Voilà, Bon, je alors, ne sais pas, en si fait. tu veux une appellation d'origine contrôlée,
est régie par des décrets de l'Institut national des appellations d'origine, et on a ce qu'on appelle un cahier des charges qui régit absolument tout ce qu'on doit faire, enfin surtout qui nous donne des interdits. Et en fait, avoir une appellation d'origine contrôlée, c'est extrêmement contraignant, certes, au plan, c'est contraignant, mais c'est également un gage de régularité, de qualité, et c'est également, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est une protection par rapport aux autres produits. Ah oui. Et c'était l'idée qu'avaient ceux qui avaient souhaité au départ l'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire la génération de Jean-Pierre Bourdillon, qui à l'époque était PDG de Lamoni, de mon père, de Bernus, etc., etc. Et si tu veux, je reste persuadée que maintenant, si y a des tentations pour s'éloigner de l'AOC parce d'aucuns la jugent trop contraignante. C'est quoi les plus grosses contraintes? Les contraintes, c'est quoi pour toi? Petite exploitation, comme tu dis, plus petite. Ah ben non, mais ce sont des contraintes, si tu veux, opérationnelles, simplement. Hein. Le fait que je sois une petite entreprise, c'est autre chose. Oui, non, mais c'est quoi les contraintes? C'est quoi les contraintes inhérentes à l'AOC? Eh bien, par exemple, les contraintes liées à l'AOC, si tu veux, c'est que, par exemple, certaines terres ne peuvent pas être validées en AOC, soit parce qu'elles sont trop situées, donc, etc., soit parce qu'il y a trop d'eau. On doit utiliser que certaines variétés de canne, toujours dans un but qualitatif. Donc, on a des obligations biochimiques à respecter. Tu vois, par exemple, actuellement, que vous avez pu voir à la télé que la campagne cannière et romière de cette année a été retardée. Pourquoi ? Parce que nos cannes n'étaient pas assez sucrées. Hein, on a un impératif d'un minimum de 14 de Brix, c'est-à-dire de teneur en sucre, pour pouvoir prétendre à l'AOC. Et également, du fait de la pluie, les champs étaient détrempés et les machines, les tracteurs, etc., ne pouvaient pas rentrer dans les champs. Donc, on a quand même... Donc, l'exploitation Nesson, enfin le domaine Thiebert, te vient de ton père? Absolument. D'accord. Absolument. Ça a été créé, j'ai lu, hein, tu me dis si je suis juste, ça a été créé donc, par les deux frères Nesson en 1931. Et puis, donc, il y en a un qui a fait des études de chimie, qui est revenu. Ton père, c'est ton père, Jean? Jean, oui. Voilà. Et puis, donc, il y a une autre date qui est importante, c'est la colonne de cuivre. Oui, des années 50. En 52, c'est quoi cette histoire? 50, bah, si tu veux, on a une colonne de distillation, parce que dans l'AOC, on n'utilise pas les alambics comme dans le cognac, etc. On utilise des colonnes de distillation à plateau de condensation et de refroidissement. Et mon père avait fait faire par une colonne à distiller tout en cuivre très épais, et il en avait modifié les plateaux de condensation et de refroidissement pour que le rhum puisse barboter d'une certaine façon, et donc cela participe à la qualité de nos arômes, à leur finesse, à leur équilibre et à leur complexité. Et donc c'est un matériel qui ajuste dans ta distillerie, ou c'est maintenant quelque chose qui s'est... Cette colonne-là, si tu veux, elle est spécifique à notre distillerie. Il y a des colonnes à distiller dans toutes les distilleries, mais maintenant, il y a des colonnes avec des tronçons en inox, pour des tas de raisons d'entretien, etc., etc. Mais nous restons fidèles à la colonne exclusivement en cuivre. Hein, si tu fais de la confiture dans une bassine en cuivre, c'est pas la même chose que dans une casserole en inox. Et en fait, on parlait de dégustation, donc la touche, la note Nesson, quels que soient les deux. Enfin, bon, j'imagine qu'il y a des différences entre les différents types de rhum, mais c'est un ensemble de choses. C'est la canne, c'est le processus de distillation, c'est le cuivre, c'est les fûts. Alors, si tu veux, avant le processus de distillation, c'est surtout la fermentation. D'accord. Hein, puisque, si tu veux, nous utilisons nos propres levures, que comme j'étais mycologue, j'ai cultivées,
et envoyés en France pour se faire lyophiliser et qui nous reviennent. Et on trouvait que c'était important pour le lien au terroir. Et de même, donc non seulement on a nos propres levures, mais on a aussi une fermentation lente. D'accord. La plus lente admise par l'AOC, qui est ce qui doit être inférieur à 5 jours. Donc nous, on fermente entre 3 et 5 jours. D'accord. Alors avant l'AOC, si tu veux, c'était mon père, par exemple, faisait 8 jours. Quand l'AOC, le décret du 5 novembre 1996 est sorti, c'était 3 jours. Donc, nous, je suis arrivée à la distillerie avec Grégory, mon fils, le 1er juillet 1995. Et donc, la campagne était terminée. Nos premières distillations, en fait, c'était 1996. Nos premières vraies distillations, c'était 1996. Et j'avais dit 3 jours. Mon père nous avait laissé par écrit, ce qui est quand même assez rare dans ce pays où la tradition est orale, tout ce qu'il faisait pour qu'on puisse le refaire. Et lui, c'était 8 jours, puisqu'il disait que plus la fermentation est lente, plus raffinés sont et complexes sont les arômes, et bien équilibrés. Donc, j'étais allée voir à l'INAO, je leur avais dit, écoutez, nous, est-ce qu'on ne peut pas faire 8 jours? Alors, donc, j'avais argumenté, je connaissais quand même bien les fermentations médicales, tout au moins, et il avait été décidé, avec l'INAO et l'ANVAR, de faire un essai pour pouvoir démontrer que les fermentations lentes ajoutaient vraiment un plus au plan organoleptique et que, en termes de résultats qualitatifs, c'était beaucoup mieux. Donc, à la fin de ils ont accepté qu'on fasse l'essai, ce qui était vraiment très, très, très bien pour nous. Et à la fin de l'essai, donc, comme d'habitude, on a fait un compromis, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 3 jours maximum à 5 jours maximum. Pas 8 jours, mais 5 jours. Donc, c'était, voilà, comment ça s'est passé. Ces livres-là, donc La quête ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi, La quête ose aimer, le premier, c'est Oser aimer, oui. Ose aimer, voilà. Le premier, Ça t'a pas pris 5 jours? Ah non, ça a pris plus de 2 ans. Le deuxième, 2 ans. Le premier, un peu plus de 2 ans pour les écrire. D'accord. Donc, Et alors, à quel moment, parce que tu as déjà écrit, Claudine? J'écris un peu, mais pas... À quel moment tu te sens autorisée? Alors, à quel moment ça devient impérieux, peut-être? Et à quel moment tu te sens autorisée, une fois que tu as écrit, à proposer, à publier? Quand est-ce que ça s'est fait? Et puis, c'est quoi les processus pour toi d'écriture de ces Alors, déjà, l'écriture est venue grâce à l'intuition, grâce aux exercices et aux pratiques intuitives que je fais régulièrement. À l'époque, je posais beaucoup de questions, je le fais encore. Peut-être moins, mais je le fais encore. Je posais beaucoup la question à mon intuition. Quelle est l'étape suivante pour moi pour créer ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue apporter sur cette terre? Donc, c'était des questions récurrentes. Et j'ai commencé à avoir des images de livres qui venaient. Donc, au début, j'étais beaucoup en résistance, forcément, puisque je n'avais pas de background littéraire. J'avais fait un diplôme d'ingénieur et de la finance, quoi. Donc, et voilà, et c'est comme ça. Et à force que ça revienne de façon récurrente, j'ai fini par m'ouvrir. J'ai pris un cours d'écriture intuitive. Et c'est comme ça que ça m'a lancée. Et j'ai, au bout de 2 ans, j'ai quand même fait le cours 2 fois parce que j'avais beaucoup de résistance. Et puis au bout de 2 ans quand même, à peu près, un petit peu plus, j'ai réussi à sortir une première version. Là, c'est la 2e édition. Parce que j'ai refait la couverture, je l'ai retravaillée après. Mais j'avais sorti une première édition, voilà. Et maintenant, j'en suis passée. Et c'est ce que j'aime avec l'intuition, justement. Quand je dis que c'est cette voix qui est juste à l'intérieur de nous qui parle, je suis passée de j'ai peur d'écrire, ça me terrorise, je ne sais pas quoi faire, c'est pas moi, ça me correspond pas du tout, à waouh, en fait, non, ça me correspond, j'aime écrire. Et j'en suis, et ça a complètement retourné. C'est-à-dire que j'avais tellement vécu avec cette peur de m'exprimer, j'avais fermé une porte sur l'expression, et j'étais très mentale, très rationnelle, et j'avais développé des capacités de logique et tout, et j'avais fermé la porte depuis l'enfance sur tout ce qui était un peu peut-être créatif, artistique, non rationnel. Et donc j'avais fermé la porte comme ça. Et ce livre écrire ce livre a réouvert ça. Et maintenant,
j'en suis à... J'ai envie de faire des choses beaucoup plus créatives et je pense que ça me correspond Oui. bien mieux. Au fond, je suis créative, même si j'ai pas été créative pendant des années, pendant J'ai oublié parce que 30 ans. c'était... Parce que ça aussi, on peut mettre une forme d'étouffoir aussi. C'est pas... Tu sais, tu as des voix toutes tracées. Toi, ta voix de médecine était toute tracée. Tu as eu le choix, toi? Oui, je pense que j'étais conditionnée par mon père, si tu veux. Bon, lui était ingénieur chimiste, ma mère était pharmacien. Donc, on était beaucoup dans les milieux médicaux. Et je trouvais ça m'avait intéressée. Ça t'a intéressée, oui. Oui, ça m'avait intéressée. Et donc, j'ai pas eu, si tu veux... j'aimais bien dessiner, mais ou écrire, mais sans plus. Hein, et ce dont voilà. parle Peggy, et moi j'entends sur le plateau, on a beaucoup de témoignages de femmes qui, changeant de voix, tu sais, parlent de la peur qu'elles ont pu ressentir, le fait qu'elles n'y ont pas forcément été incitées, mais la peur de se lancer, par exemple, partir d'un job, aller vers un autre job, ou bien même des fois vivre des situations extrêmement difficiles. Est-ce que cette idée, cette notion de peur, tu l'as déjà ressentie, toi, oui, mais pas pour changer. Si tu veux, en fait, quand j'ai changé quand j'ai arrêté la médecine pour m'occuper de la distillerie, si tu veux, j'ai pas vraiment eu le choix. C'était bon, j'avais promis à mon père de passer la distillerie à mon fils, Grégory. Quand il est décédé, Grégory avait 15 ans. Hein, donc, si tu veux, bon, je lui avais promis. Donc, il fallait que je le fasse. Et puis, j'ai pas eu... j'avais des... Si tu parles de peur, si, par exemple, quelquefois, au niveau... Bon, en médecine, au plan... Si tu veux, quand tu dois faire un diagnostic, effectivement... si tu te plantes... voilà, exactement. Surtout, si tu veux, si c'est un diagnostic avec une conséquence vitale ou mortelle pour le patient. Alors là tu as quand même une angoisse. Hein. Mais juste pour parler, tu avais promis à ton père de laisser la distillerie à ton fils, Grégory, donc qui avait 15 ans quand ton père est décédé. Donc l'idée de transmission, c'est important. Très important. C'est très important très pour important, toi. Oui, très important. Mais j'ai toujours... si tu veux que ce soit du côté maternel ou du côté paternel, la transmission, ça a toujours été un point important. Et je pense que pour les femmes, la transmission, c'est quelque chose de très important. Ça passe par ces livres, ça passe par les conseils que tu prodigues aux jeunes. C'est ça. C'est essentiellement pour moi, c'est mon héritage. Parce que ce que j'aime aussi avec le livre, c'est qu'il te survit. Donc, on lit encore des livres de personnes qui sont décédées il y a la postérité, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est un héritage, on laisse une trace qui fera du bien. Parce que c'est ça, ce sont des romans ou des livres de développement personnel. Ce sont des livres qui font du bien, qui invitent à réfléchir, qui invitent à se remettre en question. Le premier, c'est une quête de vérité. Et donc, c'est ça, c'est aller chercher en soi ce qui est vrai et juste pour soi. Ok, à ce stade de l'émission, je vous propose qu'on fasse un petit break. Jingle focus. On peut parler? Voilà, non, on ne peut pas parler, Claudine, on est dans l'émission. Et oui, pendant le jingle, c'est très court, le jingle. Alors, dans le focus, pardon, je voudrais qu'on revienne sur le 8 mars, donc la journée internationale du droit des femmes. Et nous, on suit, depuis le début de cette émission, régulièrement, on va en Afghanistan, même pas avec les documents qui sont à notre portée, donc les articles de presse, et pour parler des femmes afghanes. Des femmes afghanes qui sont rendues un triste sort, et depuis le retour notamment des talibans, donc depuis 2021, donc les talibans qui sont revenus après le départ des Américains, lois et décrets se succèdent pour invisibiliser ces pauvres femmes afghanes, et puis aussi pour les minimiser, pour presque les emmurer. Alors j'ai souhaité qu'on revienne un petit peu en arrière, donc retour sur le 8 mars, on regarde cette image de la Tour Eiffel à Paris qui leur rendait hommage. Voilà, et dans le même temps, à l'UNESCO, il y avait donc une journée des tables rondes donc, qui se sont déroulées autour de la situation des femmes afghanes. Et parmi les intervenantes, il y avait notamment la taekwondiste Marzieh Hamidi,
qui estime, je cite là, « Malgré la situation sur place, le monde continue de considérer les talibans comme une autorité reconnue ». C'est donc la taekwondiste, donc Marzeh Hamidi, qui a 22 ans, a dénoncé, je cite, une manipulation des femmes. Alors, une manipulation des femmes, écoutez, parce que les femmes vivent quelque chose, mais le régime des talibans, qui est reconnu par ailleurs, manipule les femmes et leur lave le cerveau. En tout cas, c'est ce que pense Madame Hamidi. Et prône dans ces médersa, donc les établissements d'enseignement religieux musulmans, une éducation extrémiste dont sont victimes, enfin voilà, lavage de cerveau. Donc les femmes reprennent ces discours-là. Les talibans transforment les femmes en femmes talibanes. Ils ne se contentent pas de leur interdire l'accès à l'éducation, à la vie publique. Ils créent une génération de femmes qui servent leur idéologie. Une idéologie qui dit que les femmes ne vont pas à l'école au-delà de 12 ans, ne font pas d'études de médecine, ne font pas d'études d'infirmière, qui leur permettaient de prodiguer des soins à leur famille. Désormais, n'ont pas le droit de se montrer en public sans être voilées de la tête jusqu'aux pieds. Elles ne peuvent pas voyager seules, etc., etc. Toi, la féministe, tu nous es un petit peu à l'ancienne, donc on en a parlé avant l'émission, on va pas reprendre le débat. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Moi, je trouve épouvantable. Et ce que je trouve épouvantable, on en discutait, je ne comprends pas que les féministes de France et de Martinique ne fassent pas plus pour ces femmes afghanes. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire, Claudine? Je ne sais pas. Qu'elles manifestent, qu'elles en parlent? Quand même, oui, elles le font de temps en temps. Elles le font. De temps en temps. Mais enfin, moi, je pense que si tu veux, pour moi, c'est un des grands scandales actuels. Oui. Les femmes afghanes. Oui, bien sûr. C'est l'excès. C'est l'excès le plus immonde qu'on peut voir. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Peggy? Alors, c'est sûr que leur situation est catastrophique puisqu'ils les emmurent, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus le droit maintenant d'apparaître aux fenêtres. Hein, les fenêtres doivent être... Ils les emmurent. Après, j'ai entendu quand même qu'il y a quand même une note d'espoir parce qu'il y a une résistance qui se met en place. Oui. Donc, il y a des réseaux clandestins d'ateliers ou des réseaux clandestins pour leur permettre d'avoir accès à de l'éducation. Oui. J'écoutais cette interview d'une ONG qui travaille en sous-marin avec des gens là-bas pour apporter des téléphones portables pour que les gens puissent se connecter peut-être à des Zooms, pour que les femmes puissent étudier en secret. Donc, il y a une résistance. Alors, est-ce qu'elle est suffisante? Il y a quand même une note d'espoir, mais c'est sûr que leur situation est très préoccupante. On a l'impression qu'elles ne peuvent compter finalement que sur elles-mêmes. Tout à fait. Et puis de temps en temps, nous on est loin et puis on en parle, histoire de ne pas les oublier. Mais c'est vrai que parce que ce qui s'est passé, c'est que les Américains étaient là, ils sont partis en 2021 et puis finalement elles sont livrées à ce sort, elles sont livrées à leur sort avec ce gouvernement taliban. Et en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on ne comprend pas où eux, ils veulent en venir avec un État qui finalement neutralise la moitié d'une population. C'est-à-dire comme s'ils se condamnaient à ne pas évoluer, à ne pas croître. C'est étrange comme processus de pensée, non? Oui, et puis en fait, on se demande jusqu'où ils vont aller parce qu'ils sont déjà allés tellement loin. Maintenant, c'est vrai que la situation des femmes est très préoccupante, déjà en termes de médecine, puisque quand on est une femme, on peut pas aller voir un médecin homme. Donc, quand on commence à réduire l'accès des femmes, femmes aux soins, je lisais un article qui me disait aussi que il y a de plus en plus de suicides de femmes là-bas, puisqu'elles sont dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Donc, non, même s'il y a toujours de l'espoir, et je crois que je suis quelqu'un de positif, donc je pense qu'il y a toujours de l'espoir, mais c'est difficile. Et c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, effectivement, on a marqué sur une pancarte. Oui, mais il faut en parler. Mais au moins, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ici, c'est vrai? On n'en parle pas. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Bon, nous, on en parle régulièrement, mais pas suffisamment. Mais voilà, là, c'était... Et puis, si tu veux, tu dis, ce qui est très préoccupant, je trouve, c'est qu'il y a peut-être des petites choses qui se font localement, mais globalement, leur situation empire d'année en année. Oui, bien sûr. Ils sont arrivés en 2021, ça fait 4 ans, et step by step, ils sont allés crescendo. Au début, c'était tu n'as pas le droit d'aller seul, de voyager seul, tu es obligé d'être accompagné. Et là, c'est on va fermer les maisons, tu n'as pas le droit d'apparaître à la fenêtre de ta cuisine. On ne veut pas t'entendre chanter, on ne veut pas t'entendre parler, on ne veut pas voir ton visage, etc. Mais c'est la mort, en fait. C'est de la mort sociale. Pas seulement sociale, psychologique aussi. Psychologique aussi, oui. Après, tu disais? Il y a quand même, il faut le noter, je pense que c'est important de le dire aussi, il y a quand même, ce ne sont pas tous les hommes qui soutiennent ce régime, il y a quand même
parce que j'écoutais cette ONG qui disait qu'elle saluait le travail des hommes là-bas Oui. qui travaillaient dans ces réseaux clandestins, puisque bien Oui, sûr, oui. ce ne sont pas les femmes qui vont aller chercher les téléphones portables, les ordinateurs pour essayer de leur donner. Donc, il y a quand même des hommes qui luttent aussi aux Oui. côtés de ces Qui sont non organisations, talibans. voilà, qui sont non talibans Oui. et qui essayent de, voilà, d'apporter. Ok. Donc, il y a quand même de l'espoir. Je me Oui, dis, oui, il y a de il y l'espoir. a, Mais on va- Peggy est positive. Je Très suis bien, Peggy. positive. Non, mais il faut il y l'être. a- Il faut voilà, l'être. il faut le rester parce Oui. que sinon, Oui, bien sûr. sinon on se tire une balle dans la tête et puis c'est fini, Ouais. quoi. C'est clair. En tout Donc, cas, on est solidaires de ces femmes Ouais. et on pense à elles, bien entendu. Jingle, mot de femme. Alors, après les livres Paroles Femmes, parlons de cette édition numéro 2. Tu as pris goût, hein? Ça s'est très bien passé la dernière fois. Hein. Oui, la première fois, ça s'est bien passé. Oui. Ça s'est bien passé. C'était à la Batelière. Oui. Donc, c'était sur une journée et il y avait une diversité de profils de femmes. Donc, Oui. on a mis Moi, j'y on a- étais. Moi, j'y étais. Oui, oui, on J'ai a fait- eu. J'ai présenté mes Ouais. petits livres, j'ai fait un petit atelier Ouais. de prise de parole en public. C'était très, très, très Exactement. sympa. Voilà. Et cette année, le format est un peu différent. Oui. Donc le motto de Parole Femme, de Parole Femme, c'est Femmes inspirantes et engagées. Et donc, il y avait de tout l'année dernière. Oui. Cette année, on a ciblé sur les femmes du cinéma et de la télévision. Oui. Et donc, on aura des réalisatrices, productrices, voilà, des femmes des professionnels, milieu. des professionnels du milieu Oui. qui vont venir parler de leur expérience. Donc, ce sera le vendredi soir à l'hôtel de la CTM à Cluny. Oui. Et le lendemain, il y aura 2 séances de projection. Donc, une séance de court-métrage réalisé par des femmes martiniquaises. Oui. Et la deuxième séance, ce sera un documentaire qui s'appelle Le mythe de la femme noire, qui sera Ok. suivi d'un débat. Mhm. OK. Et donc, c'est de quelle heure à quelle heure, d'ailleurs? Alors, le vendredi soir, ce sera à peu près de 17h à 21h à peu près. Oui. Et le lendemain, à l'Atrium, on va commencer à 14h. Donc, D'accord. Et Là. tu attends quel type des hommes, des femmes, en fait, tout le monde? tout le monde, moi Oui. j'invite tout le monde à venir et à avoir des discussions intéressantes parce que ce qu'on va changer aussi cette année Oui. avec Parole Femme, c'est que j'ai envie de créer des espèces de ce que j'appelle amorcer une révolution intérieure, qui est vraiment une inspiration, que ça provoque quelque chose à Oui. l'intérieur des personnes qui vont assister et qu'elles se disent ah ben peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'émerger, peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui est là et qui a envie de fleurir, de se donner des développer. idées. Voilà. Parce que tu Mais- ressens chez les femmes, cette difficulté à exprimer ce qu'elles sont vraiment, c'est ça que tu veux faire éclore? Pour moi, c'est pas que les femmes. Hein. Je Oui. pense que de façon générale, c'est hommes et femmes. Oui. Mais parce qu'on est dans des sociétés où on a tendance à prendre des voies un petit peu tracées, où voilà, on a parfois. Je pense que on sort aussi d'une mentalité où il fallait où nos parents étaient fonctionnaires, il fallait avoir un job. Et en fait, la société est en train de changer. Oui. Maintenant, je crois que on fait de plus en plus appel à notre propre créativité. D'accord. Et je crois qu'en plus qu'avec le changement technique, les IA, etc., la société va changer et c'est de plus en plus important qu'on soit au contact de ce qui est De la juste pour nous et création. de notre création, Voilà, notre il y a un créativité. mot qui est important pour toi, c'est ça, c'est la Oui, création. création, exactement. Voilà. Toi, le mot qui est important pour toi, ce serait quoi? La Ben, production, Non, ce serait l'intelligence des situations l'intelligence des et situations. l'esprit critique. D'accord. Que je trouve que maintenant, Mhm. c'est un peu le problème, puisque tu parlais d'IA, Oui. Mhm. et moi, je suis quand même un peu terrifiée par, si tu veux, le fait que on prend pour parole d'évangile Ce que dit ChatGPT. ce que dit ChatGPT. Ou bien Siri. Mhm. Voilà, Ouais. absolument, absolument. Ben, Et c'est- donc, il faut... Oui. ben, c'est donc- pour ça que pour moi, c'est important de développer de la méditation et la connexion à soi, Oui. pour faire un peu le calme Ouais. et justement aller chercher à l'intérieur de soi des réponses. Oui. Parce que c'est facile avoir un esprit qui dit que oui, mais Mhm. ça s'éduque, effectivement, ça se travaille. Ouais. Mais parfois, simplement, le fait de faire le calme en soi et de se détacher de ce qu'il y a à l'extérieur, Oui. ça permet de prendre du recul par rapport à une situation et d'avoir une façon Oui, différente de voir les choses. Ce dont parle Claudine aussi, Oui. et à mon avis, comme tu parles de Parole Femme des gens des médias, Oui. Mhm. il y a aussi un intérêt pour les gens des médias dans cette situation-là, parce que
les gens des médias peuvent être aussi, comment te dire, challengés par l'intelligence Tout à fait, artificielle tout à et fait. revenir à ce qui est, par exemple, une information. Quand tu fais un travail documentaire, par exemple, ça obéit Ouais. à des règles. Tu ne peux pas déléguer ça à ChatGPT. Non. Et je suis assez d'accord avec toi. Ouais, hein. ouais. Moi, L'esprit critique pour moi aujourd'hui, Ouais. quand tu vois le statut de la post-vérité, des fake news, des Ouais, mais oui, c'est des terrible. deepfakes, Ouais. il faut revenir à ça. Et à mon avis, dans tes débats là, que tu Ouais. auras avec le soir, avec Ouais. tes gens des Ouais. médias, normalement, on devrait aborder ces questions-là, au-delà de l'intuition, au-delà du Ouais. caractère, si tu veux, un peu personnel et émotionnel. Parce que oui, Ouais. c'est clair qu'aujourd'hui, ces questions-là sont posées. Le rapport à la vérité, par Absolument, exemple. Le rapport à la absolument. vérité, à une forme de... Voilà, des faits. c'est Tu vois, pareil. donc, Et c'est une question de valeur aussi. Ouais. Hein. C'est ça. Oui, Pour oui, moi. mais il faut avoir les outils bien sûr, intellectuels bien sûr. pour, si tu veux, de En juger, hiérarchisation oui. et d'analyse. d'analyse et de jugement. Oui. Donc, Mais quand parce que Peggy, quand tu dis c'est une question de valeur, ça ne règle pas tout. Non. Non. Le rapport à la vérité, c'est une question de valeur. Oui. Valeur dire à Trump ou à Elon Musk, Oui, c'est oui. une question de valeur. Ouais, so what? Oui, Tu vois, Effectivement. et mais si tu veux, j'entends ce que dit Claudine. Il faut peut-être répéter les choses Oui. pour voilà et comment dire, et ne pas renoncer à le faire, à dire ok, un fait par exemple, c'est quelque chose de précis, Voilà. un fait. Reconnaître un fait, tu es journaliste ou bien que tu es documentariste, tu vas faire quelque chose. Un fait, tu peux pas jouer avec le fait. Le fait, c'est quelque chose qui s'est passé, que tu as pu vérifier, etc. Mais oui, pardon. Oui, quand je disais que c'est une question de valeur, Oui. pour moi, c'est une question aussi d'éthique personnelle. C'est-à-dire, quand on a réfléchi Oui, à ces valeurs, à ce qu'on a envie d'incarner, oui. si la vérité ou l'attachement à la vérité est important, eh Oui. ben, on fera en sorte de vérifier, de s'assurer de Oui, ce qu'on oui. dit, tu vois. Mais il y a Et- le domaine, mais il y a quand même C'est pas toujours le cas. Hein. Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir les outils Intellectuels, intellectuels oui. et la Ou la- formation la formation, l'éducation, vrai. l'éducation. Pour l'analyse critique. pour analyser, pour Oui. l'analyse critique. Oui. Tout Et à fait. dire, parce que si tu veux, tu peux avoir des Bonnes De intentions. bonnes oui, intentions, et mais puis si tu n'as en pas de présent- background ouais. et tout, c'est Tout à comme alors fait. et ça fait la transition là. On va reparler du rhum. Ouais. Pour travailler dans le rhum, pour déguster, il faut être formé. Oui, absolument. Et c'est Vaut quoi mieux. ça ouvre sur quoi ça, cet univers? Ça me écoute, fait rêver, moi. ça ouvre sur un monde sensoriel assez merveilleux, Oui. hein, la dégustation. Mhm. Et Où on a affaire aux arômes. Alors, absolument. quand tu dégustes comme ça à Ouais. l'aveugle un rhum, le tien ou un autre, quel type d'arôme tu as, par exemple? Ah ben, ça dépend si c'est si Il y a tu du veux, chocolat parfois? il peut y avoir cacao, oui. Ouais, Cacao? ouais, Il y a cuir? Il y dans a les rhums cuir? vieux. Il y a Il peut y cuir? avoir aussi dans les rhums vieux, mais si tu veux, dans les rhums blancs, tu as surtout les arômes végétaux, Oui. floraux, Oui. anis, Oui. herbacé, D'accord. canne à sucre. Oui. À minima, canne à sucre. Oui, à minima. Mais pas toujours. Hein, Ah oui? Oui, oui. D'accord. Et alors, c'est quoi les enjeux? Alors, ces jours-ci, on parle beaucoup de production. Oui, Et production, on parle par exemple de souveraineté alimentaire, et notamment on parle du POSEI. Ça, c'est oui. de POSEI, la question d'actualité. Oui. On dit, bon, la banane et la canne prennent trop d'argent, il faut Oui. diversifier. Toi, tu diversifies. Mais oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? La banane et la canne prennent trop Bah, d'argent, écoute, il faut moi, mettre un petit peu d'argent sur la table pour je la vais te dire, diversification. quand j'entends certains politiques dire que les canniers, Mhm. c'est-à-dire les planteurs, Mhm. ont volé leurs terres sur la tête des Martiniquais Oui. et qu'ils captent de façon indue les subventions aux dépens de la diversification, Oui. je suis offensée, profondément offensée. Pourquoi? Parce que c'est faux. Mhm. Mhm. Parce que c'est faux. Si tu veux, moi, je me suis... bon, comme tu sais, là, au niveau du Carbet, j'ai quand même des gros soucis Oui. avec cette route en béton. Parce qu'il y a une route qui est faite Oui, c'est ça, au-dessus de ton qui est en exploitation. train de violer nos terres AOC et bio. Mhm. Et je me suis entendu envoyer à la face Mhm. par un politique Oui. que j'avais volé ma terre sur la tête des Martiniquais. D'accord. Bon, ça, c'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant, déjà de sottise, Oui. hein, et ensuite de grossièreté. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, Donc ça, je trouve ça indigne. Oui. C'est indigne. Oui. Bon, deuxièmement, si tu veux, le problème de POSEI, Oui. si tu veux, POSEI, il faut voir, a été mise en place pour aider des filières organisées. Oui. Donc, il se trouve qu'actuellement, les filières Les organisées, mieux organisées, c'est la banane et la c'est la canne. banane et la canne. Oui. Donc, si tu veux, nous ne faisons que recevoir
ce qui est prévu. Oui, Je veux dire, il est hors de question oui. qu'on lèse la diversification. Oui, qu'on C'est- lèse la diversification. Mais non, mais c'est une analyse Oui, oui, qui oui. est fausse, à mon D'accord, avis, d'accord. qui est fausse et insultante. Donc tu dis quoi? Il faut que les autres s'organisent. Enfin, il faut Bah, absolument. être temps de s'organiser. Absolument. Voilà, il faut que les autres s'organisent, mais qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que Mais tu dis. absolument, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Il y a combien il y a de, si tu veux, au lieu de vouloir récupérer entre guillemets des terres déjà plantées Oui. et exploitées, ce qui génère quand même des emplois, des devises, etc., etc. Ça, c'est oui, Qu'on s'occupe des terres en friche. tout à fait. Il y a beaucoup de terres en Il y a friche. beaucoup de terres en Et friche. parce oui. que la vérité, c'est que finalement, votre filière là, de rhum, canne sucre, vous êtes bien débrouillé parce que vous êtes une filière de transformation. La banane, il n'y a pas tellement de Non, mais transformation. moi, je ne parlerai pas de la mais banane. vous êtes une filière de transformation avec de la valeur ajoutée énorme. Tout à Et fait. vous avez fait Et des emplois sur Oui. place. Et vous avez, oui, Bon. vous avez fait votre mue ces dernières années de façon incroyable dans le marketing, Oui, l'export. depuis l'AOC. C'est ça Donc, qui vous a c'est-à-dire aidé. depuis 87. Ah oui, bah, l'AOC, si tu veux, c'est un gage de qualité. Oui, et oui, à oui. partir du moment où il y a eu l'AOC, bon, il y avait d'excellents rhums avant, Oui, oui. mais actuellement, si tu veux, Mhm. il n'y a pas de mauvais rhum. D'accord. Bon, il y en a qui te plaisent plus ou moins. Oui, oui. Euh, Peggy ne peut pas en juger parce Oui, que non, Peggy mais n'est pas puis, cabrée. je Je ne ne bois bois pas. pas d'alcool. Mais donc pas moi, cabré, voilà. Mais, qu'ils soient bons ou donc- pas bons, je donc, ne vois pas la si tu veux, différence. Hein. ce sont tous de beaux et bons produits. Et puis les bouteilles sont belles, hein, toutes les bouteilles. Tu vois, mais tu regardes les Oui, bouteilles. voilà, quand même. je vois que les bouteilles sont belles, mais vous on va faites s'arrêter des là. efforts, vous faites des Oui, ben efforts. oui, non, mais si tu veux, Oui. c'est agréable. Oui. C'est comme si tu C'est beau. veux, quand on regarde en matière de spiritourisme, Oui, tout le monde a fait des efforts pour avoir des lieux beaux et oui, accueillants. Oui, oui. Bon, mais pour les gens qui y travaillent, moi j'y travaille, Oui, oui. j'y suis. Bon, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être dans un lieu qui est beau et L'accueil du accueillant. public où les gens Voilà. passent, bien sûr. Voilà, donc c'est. Aujourd'hui, tu emploies combien de personnes, toi? Alors, en ce moment, en campagne, on monte à 38. D'accord. Sinon, en permanent hors campagne, Oui. on est à 21. Et toi, tu es bio. Est-ce que toute Pas ton uniquement, exploitation... ah non, c'est pas possible. Si tu D'accord. veux c'est un. Mais tu as un rhum c'est un bio. espoir. Oui, bien Oui. sûr. J'ai plusieurs rhums qui sont bio. Oui. Les plantations de canne autour de la distillerie à la Thieubert Oui. sont bio. Oui. Et c'est à partir de ces plantations-là que l'on fait le rhum bio. Mais si D'accord. tu veux, on exploite, je te dis, 47 hectares et on a un petit peu moins de 10 hectares en bio seulement. D'accord. Hein. Question piège. C'est quoi le meilleur rhum du monde? Ne me dis pas que c'est le tien. Bah, tu me l'ôtes de la bouche. Alors, c'est le tien. Mais après le tien, c'est quoi Non, le meilleur? écoute, je pense que les rhums AOC Oui. sont les meilleurs rhums du monde. Mais c'est nous les seuls à AOC? On a la seule AOC au monde, oui. Ok. Ah bon? Ouais, je savais pas, ouais. Super. Et donc, on est les meilleurs. Je pense, oui. Mais dans la Caraïbe, il n'y en a pas d'autres? Il y a les rhums agricoles. Enfin, moi, Oui, les rhums si vous voulez, agricoles, les ouais. rhums agricoles, oui. Oui, d'accord. Donc les rhums agricoles et au sommet, l'AOC Bon, Peggy, Martinique. tu ne pourras pas m'aider. Voilà, j'ai pas Non. fait d'assez de recherche assez approfondie pour la contredire, donc on pourra pas la contredire Claudine. À ce stade de l'émission, il faut qu'on parle de Nom. L'homme, il faut que vous rendiez hommage à un homme. Donc elle va te montrer l'exemple. Elle connaît, elle est déjà venue. Il faut qu'on parle de Nom. J'avais oublié ce détail. Ah, ben voilà. Alors, quel homme je vais Quel rendre homme? hommage? N'importe lequel, le proche, le grand, Non, là, enfin, l'historique. je pense- oui, Alors, qu'est-ce qui me historique, oui. vient Michael Beckwith. Michael Beckwith, il a joué il est passé dans le The Secret, Oui. le film, et c'est quelqu'un qui a, pour moi, une spiritualité et une aura. C'est un Comme acteur. Non, Non, je connais c'est pas. on dit c'est un révérend, mais à la D'accord. limite, Michael Beckwith. il a une Ok. communauté spirituelle. D'accord. Mais il a une communauté spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un ni de religieux, il a une D'accord. communauté spirituelle. D'accord. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un message d'amour, qui me touche beaucoup D'accord. et qui a vécu un éveil. Et ça se sent quand vous savez, quand les gens ont vécu un vrai éveil spirituel D'accord. et qu'il y a une aura particulière qui se dégage d'eux. Et ils ont cette sagesse. Et je l'écoute beaucoup. Et c'est un appel un appel profond à être en unité, à être en harmonie, à être en amour, à grandir. Et j'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aime beaucoup Oui. ses messages. C'est parfois tout simplement plein de bon sens et puis plein de De bienveillance et de d'amour. bienveillance et d'amour, On peut tout poser c'est le mot, simplement. hein, et Voilà. d'amour. C'est pour ça, Merci, Michael Peggy. Beckwith, à écouter, Ok, à écouter, à Beckwith. écouter. Tu écris ça comment? B-E-C. B-E-C-K-W-I-T-H. Oui. Ok, on va chercher Michael. Je ne connaissais pas Michael Beckwith. Mhm. C'est qui ton
Alors, l'homme dont tu voudrais parler. J'en ai deux en tête, moi. Oui. Famille Oui. et politique. Oui, vas-y. Alors donc, au plan politique, bon, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, Oui. mais j'ai toujours eu une grande admiration pour Fanon, Ah oui, bon, qui était psychiatre, oui, qui est allé enfin, je veux dire, qui a fait tellement pour l'indépendance de l'Algérie, oui. et qui était pour moi un homme extraordinaire, et qui, je trouve, n'est pas assez valorisé Bon, cette en année, il l'est, hein, Martinique. pour le centenaire de sa C'est pour naissance. le centenaire, voilà. Voilà, pour le centenaire. il y a ce film que j'ai vu, moi, en avant-première de presse, Fanon, de Jean-Claude Barny. Ouais. Quand il va sortir en avril, allez le voir, il est exceptionnel. C'est un grand humaniste, Fanon, Tout à fait, qui est, à tout à mon fait. avis, incompris. Tout à fait. Dont le texte Tout à est fait. parfois incompris, mais allez voir le film de Jean-Claude Barny Ouais, quand il va sortir. c'était- Donc Fanon, oui. Fanon, parce que si tu veux, c'était une intelligence prodigieuse, Oui. une sensibilité extraordinaire, une générosité fantastique. Oui. Et puis une euh, détermination. Ah oui, voilà. Et donc, détermination. il a été... Bon, là, maintenant, on commence. Enfin, on Oui, commence. on commence. On en parle un peu. Bon, là, c'est son centenaire. Oui. Mais pendant des années, on en a pas parlé. Bien sûr. Moi, Oui, vas-y, pardon. Si tu veux, moi, c'était au moment de la guerre d'Algérie que... Que tu l'as découvert. Oui, parce Oui. que donc ça m'amène au deuxième homme qui était mon mari, qui Oui. nous a quittés il y a 5 ans, Oui. le professeur Jean-Claude Vernant, qui au plan humain était quelqu'un d'extraordinaire. Hein, ça avait été un petit garçon qui était passé sous les chars un char allemand qui lui avait coupé la jambe quand il avait 7 ans. Et malgré ça, c'était quelqu'un qui était prodigieusement gai, prodigieusement optimiste, qui faisait du sport aussi. Hein, il me battait au tennis. Enfin, comme disaient mes enfants, il n'avait pas beaucoup de mal, d'accord. mais quand même. Mais quand même. Qui faisait du ski. Oui. Et puis, au plan intellectuel, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a beaucoup fait pour la neurologie en Martinique. Il a fait des publications internationales de très haut niveau. Il restait d'un humanisme extraordinaire. Et lui, bon, donc, il s'était engagé au moment de la guerre d'Algérie. Un de ses cousins avait épousé une Algérienne qui était dans les mouvements d'indépendance, Oui. et donc il connaissait Fanon, il connaissait Fanon. je crois, oui. Ok. Voilà. Donc c'est lui qui m'en avait beaucoup parlé de Fanon. Ok. Donc voilà. Bon, Ok. en plus quand même, puisque je pense à mon mari là, Oui. il peignait très bien aussi. Enfin, il faisait beaucoup de choses très bien. Il jouait de la guitare très bien. Wow, ok. Donc voilà. Et en plus, il avait eu le courage de m'épouser. Ce qui n'était pas rien. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Voilà, pour le mot de la fin, on arrive au terme de notre émission. Hein. On a appris à mieux vous connaître. Claudine, merci. C'est moi. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin pour toi, ce serait quoi? Écoutez, j'ai fait une jolie rencontre avec toi, et je vais peut-être réexaminer ton point de vue, ma position vis-à-vis de l'intuition. Et de l'intelligence du cœur. Oui, non, mais là, si tu veux, il est bien évident que l'intuition, je m'y fie aussi. Oui, si tu veux, ce qu'on appelle le sens clinique en médecine, c'est quand même beaucoup basé sur l'intuition. Quand tu vois, si tu veux, quand le patient rentre dans ton cabinet, déjà tu vois la façon dont il bouge, etc. Voilà. Merci en tout cas, Claudine. Donc, nous avoir donné des nouvelles de l'AOC, de Naisson, etc. Et puis nous avoir parlé de toi. C'est gentil. Voilà. C'est moi. Merci Peggy. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? On va rappeler le Parole Forme. Ah oui, donc Parole Forme, 25 et 26 avril. Oui. 25 à l'hôtel de la CTM à Cluny, 26 avril à l'Atrium Projection. Et bien un site, j'imagine. Instagram. Il y a un Instagram Parole Forme. Ou alors mon Instagram Peggy Ebring. Donc il y a les détails. Voilà, donc allez-y. Et venez. Il y a des super films. Franchement, le mythe de la femme noire à regarder. Il y aura un débat avec une spécialiste. Après, ça va être intéressant. Oui. Voilà, soutenez l'initiative et puis les réalisatrices martiniquaises, tout simplement, par exemple avec les courts-métrages. Donc venez participer. Ça va être fun.
Merci en tout cas, merci Peggy, merci Claudine, et Merci, puis merci à Barbara. vous de nous suivre avec cette fidélité. Merci à David et à Edigne. Je vous retrouve mardi 20h10 sur Zitat avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.